Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de notre émission spéciale consacrée au 10e anniversaire de la mort de Václav Havel le 18 décembre 2011. Plusieurs événements sont organisés cette semaine en Tchéquie et à l'étranger en hommage à cet homme et à ce destin peu banal de la dissidence à la présidence de la République. Michael Jantovský a très bien connu Václav Havel, dont il est devenu un compagnon de route au début des années 80, traducteur, puis conseiller du président Havel avant d'en devenir le biographe après plusieurs postes d'ambassadeur. Je l'ai rencontré en 1983. Il était déjà relativement célèbre et il m'est apparu modeste et simple, avec en plus de cela de l'humour. Nous nous sommes rendus compte assez vite tous les deux que nous aimions rire des mêmes choses, de l'absurdité des choses, et l'absurdité ne manquait pas à l'époque, donc on pouvait en profiter. Michael Jantovský est depuis 2015 le directeur de la bibliothèque Václav Havel. On parlait bien entendu littérature et théâtre, notamment de Franz Kafka, l'un de ses auteurs préférés. Ensemble, nous avons également découvert des auteurs américains qui venaient ici soutenir discrètement les intellectuels tchèques et certaines rencontres furent très mémorables. Homme de lettres et surtout homme de théâtre, Václav Havel était devenu président un peu malgré lui, Michael Jantovský. C'était un peu dur pour lui. Il n'était pas vraiment enthousiaste à l'idée d'être président car il savait qu'il lui faudrait mettre sa carrière littéraire de côté, qu'il n'aurait pas le temps d'écrire. Il s'en plaignait de temps en temps, mais il avait un tel sens des responsabilités et du devoir qu'il a fait ce qu'il y avait à faire. Et pour revenir au théâtre, Martina Měšťanová a travaillé comme chargée de production pour plusieurs théâtres tchèques avant de s'installer il y a quelques mois en Auvergne en France où elle s'occupe de la diffusion des spectacles de la compagnie Les Antliaklast. Entre 2008 et 2011, elle était l'assistante personnelle de Václav Havel lors de la création du spectacle Cirkus Havel, le cirque Havel, au théâtre Husa na provázku à Brno. Martina Měšťanová a également assisté à la présentation du spectacle en France dans le cadre du festival Villeneuve en Seine en juillet 2012. Elle a partagé ses souvenirs au micro de Magdalena Hrozinková. Alors j'avais une grande chance de participer à ce projet Cirque Havel qui était dirigé par Vladimír Moravec, le grand metteur en scène tchèque, et Petr Sezlý qui a fait la dramaturgie de ce projet, de ce spectacle qui était le montage de toutes les pièces de théâtre de Václav Havel. Alors c'était une grande chance et je suis tellement heureuse de pouvoir passer plusieurs jours et plusieurs soirées avec Monsieur le Président Václav Havel. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, c'est le plus grand projet, le plus important projet de théâtre que j'ai fait. Est-ce qu'il aimait venir à Brno assister aux répétitions? Oui, bien sûr, il a bien aimé, surtout il a bien aimé de rester avec nous dans la pièce pour les techniciens. C'était toujours les pièces préférées, je pense, dans tous les théâtres. Je pense qu'il a bien aimé de rester dans les pièces des techniciens, des gens comme lui-même. Il a commencé une carrière au théâtre un peu comme technicien. Alors, il a bien aimé de partager les moments avec tout le personnel de théâtre. Avez-vous eu le temps de discuter avec lui du théâtre ou d'autres choses? Oui, bien sûr. Bien sûr, en buvant une petite bière Plzeň qu'il a autant aimé, on a parlé de théâtre, de la politique. Là, j'étais pas trop forte, bien évidemment. Mais comme je l'ai déjà dit, c'était vraiment déjà écouter ce monsieur qui racontait les histoires de sa vie et puis de son œuvre. C'était déjà quelque chose. À Husa na provázku, vous avez monté
plusieurs pièces de Václav Havel, pas uniquement ce cirque Havel qui était un peu le grand projet à la fin de la collaboration. Oui. Alors avant le spectacle cirque Havel, c'était toujours Vladimir Moravec et Petra Osesli qui ont préparé le spectacle Pracé. C'était comme le spectacle cirque Havel, c'était fait pour le festival Villeneuve-les-Avignon, qui est à côté de Festival Avignon. Vous étiez assistante personnelle de Václav Havel dans le cadre de ce projet Cirque Havel. Est-ce que vous avez un souvenir personnel particulier de lui dans cette période où déjà il n'était plus président, donc il pouvait se concentrer justement sur des projets comme celui-ci? Oui, alors, comme je l'ai déjà dit, j'avais une grande chance de passer les moments avec Monsieur le Président Václav Havel. Et bien évidemment, à côté du travail, alors il y avait les moments où on pouvait discuter un petit peu. Et puis, comme un tout petit souvenir, alors une fois il a trouvé un mégot dans les loges des acteurs, et comme il était sûr que personne ne le voyait, alors il a pris ce mégot et puis il a fumé un petit peu. Et puis, comme c'était bien interdit parce qu'il a eu des graves problèmes de santé avec les poumons, alors il m'a dit après, quand on s'est revus, alors il m'a raconté cette histoire et il était tellement content d'avoir fait ça. De se faire un petit plaisir. Un petit plaisir. Et moi, j'étais en train de réfléchir, c'était à qui cette cigarette, quel acteur, je sais pas. Et vous avez assisté à cette présentation du Cirque Havel en France, à Villeneuve, en 2012. Oui, en fait, le projet, ce qui est vraiment triste dans cette histoire, que le projet au début, il était préparé pour faire un grand hommage à Václav Havel, alors au Festival Villeneuve-les-Avignon, avec plusieurs artistes, plusieurs amis de Václav Havel. Je pense qu'à l'époque, on était même en contact avec le manager de Lou Reed, qui était un grand copain comme tous les autres grands musiciens à Václav Havel. Mais malheureusement, alors ce projet qui était pour Juliette 2012, alors c'est fait sans Václav Havel qui malheureusement nous a quittés au mois de décembre. Le spectacle même sans Václav Havel, il a eu un grand succès. Je pense que c'était vraiment un bon spectacle, un super montage de toutes les pièces que Vladimir Moravec et Petra Osesli, ils ont vraiment préparé un bon spectacle qui, grâce aux étudiants français de l'école de Lyon, c'était l'école de cirque, alors ils ont amené l'atmosphère de la France dans ce spectacle, et surtout le jeune étudiant français j'ai oublié son nom, qui a joué le rôle de Václav Havel, alors lui, il était super content. Et pour tous ceux qui veulent avoir une idée de ce que fut la présidence Havel, de ce que furent les présidences Havel, le film Obczan Havel est un incontournable avec des scènes également cocasses. Plusieurs autres documentaires ont été réalisés sur cet homme hors du commun, peut-être le seul à avoir présidé 2 républiques différentes, la Tchécoslovaquie puis la République tchèque. La documentariste Jarmila Bouskova a signé un film intitulé Václav Havel, l'éternel insurgé, quelques mois avant sa mort. Une très grande humilité. C'est ça qui m'a marqué vraiment, parce que on pouvait. C'est un peu, toute proportion gardée, mais j'ai envie de le comparer à Jean-Louis Trintignant. Ils ont la même capacité de rester humble, modeste, et de dire des choses sur eux que, par exemple, Kundera ne dirait jamais sur lui-même. C'est-à-dire, il y a une très grande sincérité, une franchise, mais
elle est dite avec une telle gentillesse, une telle manque de roublardise que tout d'un coup vous vous dites mais oui, mais c'est tout à fait humain et c'est touchant, c'est émouvant et ça nous fait aimer ces gens. Voilà. Est-ce que Václav Havel aussi parfois n'usait pas d'une sorte de fausse naïveté pour faire passer ses messages finalement? Il avait beaucoup d'humour. Hein. Je ne pense pas qu'il avait la fausse naïveté. Moi, j'ai trouvé plutôt qu'il était très clairvoyant, mais il dosait ses messages, il voulait que les gens ne reçoivent pas des marteaux sur la tête. C'est quelque chose, c'est un talent pour moi, un talent politique. Alors que on pouvait pas soupçonner ça chez lui, mais d'instinct et de son humanité, je pense qu'il l'avait. Il voulait pas il voulait que les gens s'en sortent après les 40 ans qu'on a vécu et qu'ils aient un peu d'enthousiasme, un peu d'énergie positive. Et je pense que c'est pour ça que par moment, il apparaît un peu trop optimiste. Est-ce qu'il restait le même quand vous tourniez le bouton on de la caméra? Absolument. Alors, absolument. C'est ça aussi qui est génial. Il n'était absolument pas en représentation. Pas du tout. Il était toujours le même et il était même un peu timide par moment. Quand la caméra démarrait, il avait parfois un peu de mal à démarrer. Et malheureusement, quand j'ai tourné la dernière fois avec lui, il était déjà très malade et donc il fallait s'interrompre pour qu'il puisse reprendre son souffle. Il était déjà mal en point. Une décennie après sa disparition, Václav Havel et son œuvre n'ont pas fini d'inspirer. Lorsqu'il y a 2 ans, l'Iran a été secoué par une vague de manifestations réprimées dans le sang, de nombreux Iraniens se sont réfugiés dans la littérature pour résister à l'oppression. Dans les rares fenêtres de liberté existant sur l'internet iranien, les internautes se sont mis à citer et à partager des références à des auteurs de l'ex-bloc soviétique et notamment à l'ancien dissident tchèque et artisan de la révolution de velours Václav Havel. Journaliste au Monde, correspondante en Iran entre 2016 et 2019, Ghazal Golshiri s'était intéressée à ce phénomène. Au micro d'Anna Kubishta, elle est d'abord revenue sur les plateformes utilisées par les Iraniens malgré la censure. À l'époque, donc, ça se faisait, et c'est toujours le cas, sur Twitter notamment et Instagram. Instagram est toujours accessible en Iran sans qu'il y ait besoin de VPN, de logiciels anti-filtrage. Mais Twitter a été est bloqué depuis 2009 et il reste encore aujourd'hui bloqué. Donc, presque la majorité de la population en Iran utilise les moyens pour contourner la censure, donc notamment des logiciels VPN, etc. Donc c'est assez accessible sur le marché iranien, le marché noir iranien, on va dire. Alors justement, quand ces références à Havel se font, c'est quoi? C'est par exemple des citations de textes. Comment est-ce que ça s'exprime? À l'époque, donc c'était autour de l'effervescence pour Havel s'exprimait autour de son bouquin, de son livre, Le pouvoir des sans pouvoirs, je crois. Donc, et la notion principale pour les lecteurs iraniens, c'était de vivre dans la vérité, c'est-à-dire montrer d'une façon ou d'une autre son opposition aux mensonges d'État, aux idéologies prônées par le régime. Et donc c'était ça que
l'intérêt pour cette notion-là qui se faisait entendre très souvent sur les médias à l'époque. Donc, sachant que c'était après une vague de manifestations en Iran en novembre 2019 qui a été réprimée dans le sang, et on ne sait toujours pas combien de gens ont été tués lors de ces manifestations, et Internet a été coupé dans tout le pays pendant une semaine et parfois 10 jours. Donc, et après, quand les gens ont commencé à se connecter à Internet, même les gens qui vivaient à l'intérieur de l'Iran ont finalement se sont rendus compte petit à petit de l'ampleur de la répression. Donc, il y avait une envie de se réfugier et aussi, d'une certaine manière, trouver un moyen de résister à la répression, à la dictature par la littérature. Donc, c'est à ce moment-là qu'un intérêt très très fort pour Havel est né en Iran. En 2010, c'était un an avant sa mort, Václav Havel avait appelé à la libération de Nasrin Sotoudeh, qui est avocate, défenseuse des droits de l'homme. Elle est lauréate du prix Sakharov. Elle a plusieurs fois été emprisonnée et actuellement, à moins que c'est changé à nouveau depuis près d'un an en prison. Cette même année, la Shirin Ebadi, c'est une autre avocate iranienne très connue, évidemment, prix Nobel de la paix 2003. Elle avait été accueillie à Prague à la conférence Forum 2000. Alors c'est lui qui a organisé ce forum justement de débat, de discussion. Avec il a toujours évidemment invité beaucoup de dissidents, même s'ils pouvaient pas venir d'ailleurs. Il mettait un point d'honneur à les inviter, même s'ils étaient derrière les barreaux justement pour marquer le coup. Est-ce que ce type d'événement ou ce type de soutien de grandes personnalités, justement, comme a pu être Václav Havel, je sais que c'est uniquement symbolique, évidemment, mais est-ce que ça peut, d'une certaine manière, aider au moins psychologiquement, en tout cas, les personnes qui sont en prison? Oui, énormément. En fait, la pire chose qui puisse arriver à un prisonnier politique en Iran, c'est de ne pas avoir de visage, ne pas avoir un nom, être inconnu. Par exemple, donc puisque vous avez cité le cas de Nasrin Sotoudeh, en ce moment elle est en liberté conditionnelle et elle suit des traitements médicaux dont elle a vraiment besoin. Et si on connaît pas le nom des gens qui sont derrière les barreaux, c'est très facile de les tuer, de les torturer jusqu'à la mort. Donc non, c'est très très important que ces gens-là aient un visage, et aussi moralement, oui, évidemment que ça a un impact important sur le moral des gens. Pour les démocrates de Biélorussie également, l'ancien président tchèque reste une référence notable. Lors de son dernier passage à Prague cet été, Svetlana Tikhanovskaya, dont le mari vient d'être condamné à 18 ans de prison, a rappelé que la toute dernière lettre de Václav Havel avait été pour les prisonniers politiques biélorusses. C'est à la militante biélorusse Maria Kalesnikava qu'a d'ailleurs été décerné le prix Václav Havel fin septembre. Parmi les nominés, il y avait aussi l'association Reporters sans frontières, dont Pierre Aski est le président. Il a répondu aux questions de Charlotte Amrouni. C'est toujours un honneur d'être nominé, même si on ne reçoit pas le prix à la fin, pour un prix des droits de l'homme. Et il est certain que la référence à Václav Havel est importante pour tout le monde. Moi, à titre personnel, il se trouve que j'ai fait un documentaire sur Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix chinois, mort en prison, et que en travaillant sur le personnage et sur la vie de Liu Xiaobo, j'ai réalisé à quel point son modèle, c'était Václav Havel. Il fait énormément de références au parcours et aux écrits et à la pensée de Václav Havel. Et donc, voilà, le nom de Václav Havel résonne d'une manière symboliquement très forte chez toute personne qui s'intéresse ou qui participe ou qui défend les droits de l'homme. Et c'est déjà malheureusement la fin de notre émission spéciale consacrée au 10e anniversaire de la mort de Václav Havel le 18 décembre 2011. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et de votre attention. Rendez-vous, même heure, même endroit, la semaine prochaine. Ahoy!